Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Rony. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente du comité permanent de Défi Périphérie et vous êtes aussi conseillère communale à Rhodes-Saint-Genèse. Membre de Défi à Rhodes-Saint-Genèse, mais voilà, je serai candidate. Vous serez candidate. Absolument. Et peut-être future conseillère communale à Je l'espère. Rhodes-Saint-Genèse. Alors parlons d'abord de ces problèmes d'école. En septembre, à Bruxelles, il y aura encore 536 élèves supplémentaires en première secondaire par rapport à septembre 2017. Alors quelle est votre réaction devant ce chiffre? Réaction A, c'est on peine à devancer l'augmentation de la surpopulation, comme vous le voyez là. Tout sera prêt, ça c'est la réaction B. Ou la réaction C, mais où iront donc les élèves de la périphérie? Alors, quelle est votre réaction? Tout sera prêt, j'en doute, malheureusement. Je pense qu'il faut être pragmatique, en particulier pour une matière aussi fondamentale que l'enseignement. L'augmentation de la surpopulation, clairement, il y a un boom démographique à Bruxelles qui est un enjeu tant en matière d'enseignement qu'en matière d'emploi. Et donc, c'est un gros défi auquel on s'attelle au niveau de la région bruxelloise, mais au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est dans l'opposition et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui méritent d'être améliorées. Et aussi, où iront les élèves de la périphérie, effectivement, puisque il n'y a pas de possibilité d'avoir des écoles secondaires dans les écoles à facilité et encore plus dans les écoles sans facilité de la périphérie. Donc, les élèves de la périphérie sont obligés de s'inscrire dans une école secondaire, soit en Wallonie, soit à Bruxelles. Oui, ou soit peut-être en Flandre aussi, en allant dans une école flamande. Bien sûr. Mais donc, au niveau primaire, il y a des écoles francophones qui sont du communal ou du libre. Par contre, secondaire, rien. Et c'est un problème quand on vit dans la périphérie, ça, de se dire qu'on est obligé de devoir faire parfois pas mal de trajets pour que les enfants puissent aller à l'école? Non, parce que je pense que ce qui est fondamental pour les parents, c'est le projet éducatif qui est proposé par l'école et que généralement les élèves s'y retrouvent. Donc il n'y a pas de problème de mobilité ou autre. Ce qui compte vraiment, c'est le projet éducatif. Mais c'est vrai qu'il y a une barrière souvent au niveau de la reconnaissance des diplômes qui peut poser problème, notamment dans le cadre du futur pacte d'excellence. On est très attentif. Est-ce qu'il n'y a pas de problème quand on doit changer de système d'enseignement, effectivement? Alors parfois on dit aussi, mais les élèves de la périphérie prenaient des places des élèves bruxellois. Donc on a entendu ça quand il y a eu ces problèmes d'inscription. Donc il faut de la place pour tout le monde. Donc il y a les 536 élèves supplémentaires bruxellois, mais il faut penser aussi aux élèves de la périphérie. Mais parlons donc du communautaire, puisqu'on en vient au communautaire. On a l'impression que ce communautaire, on ne sait pas très bien si le frigo est ouvert ou s'il est fermé. Vous dites que UNIA devrait s'intéresser aux discriminations linguistiques et la secrétaire d'État est claire, elle vous dit le communautaire est dans le frigo, donc on ne peut pas en parler. Alors pourquoi il y a une urgence de parler de ces discriminations linguistiques? Déjà, je pense que le discours qui est tenu par Madame Demir est totalement hypocrite, puisque ce n'est pas une question communautaire, c'est une question de droits de l'homme. Et c'est une recommandation qui a été formulée par la commission d'évaluation des lois antidiscrimination, qui fait donc un travail d'évaluation tous les 5 ans, et qui a été mandatée par sa prédécesseur, donc Madame Elke Sleurs NVA. Donc on ne peut vraiment pas dire que la recommandation qui est de demander que UNIA soit enfin compétent pour connaître discrimination linguistique ne soit pas objectif. C'est vraiment une question de droits humains, parce qu'une discrimination, qu'elle soit basée sur la langue ou sur un autre critère, c'est quelque chose qui est inacceptable et qui doit pouvoir être poursuivi. Mais c'est impossible en l'état actuel des choses. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de discrimination linguistique? Alors, UNIA a donné des chiffres. Ils reçoivent actuellement chaque année entre 130 et 150 plaintes, sachant que ce n'est que la face découverte de l'iceberg, dans le sens où forcément UNIA n'est pas compétent pour traiter de ces plaintes. Donc il y a certainement des gens qui le savent et qui ne se dirigent pas vers UNIA. Mais donc il y a 130 à 150 plaintes chaque année qui ne peuvent pas être traitées parce qu'elles ont le malheur d'être basées uniquement sur ce critère de la langue. Bon, on avait l'impression qu'avec la nouvelle réforme de l'État, on réglait quand même pas mal de problèmes. On entérinait les facilités pour les 6 communes à facilité autour de Bruxelles. Donc normalement, il devrait y avoir moins de discrimination.
Non, pas du tout. Et puis le discours par rapport à la remise en cause des communes à facilité le démontre très clairement. Lorsqu'il y a des décisions de justice qui portent sur l'application de ces facilités, on voit très clairement que le communautaire n'a pas du tout été mis au frigo et que la 6e réforme de l'État n'a absolument rien pacifié, malheureusement. Vous faites allusion sans doute aux propositions de loi du côté NVA et autres de faire sauter les facilités à René, par exemple. Donc, pour vous, il y a toujours une guerre communautaire larvée qui existe ? Moi, ce que je constate, c'est qu'au sein même de la population, les relations sont excellentes. Qu'elles soient entre francophones, néerlandophones, anglophones, parce qu'on a une forte communauté d'origine étrangère également. Mais nos relations entre habitants, la vie quotidienne de nos communes est instrumentalisée par des élus flamingants à des fins nationalistes. Et c'est ça qui me dérange dans ce débat. Parce que les choses se passent très bien, sauf au niveau, effectivement, de l'accès à l'enseignement, de l'accès à la démocratie locale, puisque c'est ça qui est fondamental. Il faut que les gens se sentent bien dans leur commune. Et c'est ça qui est remis en jeu. Il y a aussi tout le discours de dépeindre les habitants francophones de ces communes comme des étrangers qui sont en fait incapables de s'intégrer alors qu'ils sont quand même dans leur propre pays. Ou qui ne veulent pas s'intégrer. Souvent non, ça que je pense certains pas du Flamands tout. disent. Non, je pense pas du tout. Est-ce que vous êtes intégré dans la région flamande? Parce que finalement, vous êtes une Flamande puisque vous habitez Rode-Saint-Genès, vous habitez en Flandre. Je me considère comme une francophone de Flandre, mais surtout comme une Belge et comme une Européenne. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Et est-ce que vous faites les efforts que les Flamands exigent d'intégration? Il y a une école de langue très réputée tout près de chez moi. J'ai étudié pendant 3 ans là jusqu'à obtenir mon diplôme. Donc je pense que mon niveau de néerlandais est assez satisfaisant. Mais pour les flamingants, je ne parle pas des néerlandophones, je parle des flamingants, c'est jamais assez. Parce qu'il y est poursuivi, ce n'est pas une politique d'intégration, c'est une politique d'assimilation qui vise vraiment à priver les francophones de nos communes, mais de manière plus générale les non-néerlandophones, de leur identité, de leur culture. Et c'est ça qui, à quelques kilomètres de la capitale de l'Europe, m'est tout à fait insupportable. Mais le fait d'attiser comme ça ces problématiques, ces brûlots communautaires, ça sert à la fois à la NVA et à Défi aussi, puisque vous vous placez toujours comme défenseur des francophones. Non, pas du tout, parce que je vous assure que moi, j'aimerais consacrer plus de temps à la défense de notre programme socio-économique, à la défense de notre enseignement, on en a parlé tout à l'heure, à la défense de la justice, des matières régaliennes, qui sont aussi mises en danger au niveau fédéral. Et donc, nous, notre discours n'est pas du tout revendicatif, il est juste à se défendre par rapport à des revendications nationalistes qui sont, à mon sens, tout à fait illégitimes. Et donc, c'est ça vraiment la posture dans laquelle on s'inscrit. On veut être pragmatique, on veut être positif dans notre discours, mais force est de constater que par rapport à des mesures qui nous attaquent et qui nous empêchent d'être pleinement ce que nous sommes, on est obligé de réagir. Alors, le ministre flamand Ben Wade, ce week-end, disait que Bruxelles devait un peu suivre les bons exemples de la bonne gouvernance flamande. Oui. Est-ce que vous, donc, je répète, qui vivez en région flamande, est-ce que vous avez l'impression que c'est une région qui est mieux gérée que la région bruxelloise? Non, enfin... La périphérie, ce n'est pas représentatif de la Flandre en tant que telle, mais c'est vrai que M. Ben Wade est ministre NVA de la périphérie bruxelloise. Donc il en est responsable. Absolument. Et donc moi, quand j'entends le discours de M. Renders qui est prêt à travailler sur un accord de gouvernement avec la NVA à Bruxelles, je dis attention, parce que ces recettes flamandes en périphérie, en quoi elles consistent? Elles consistent vraiment à tuer toute l'identité francophone ou bruxelloise lorsqu'on l'appliquerait à Bruxelles. Il ne faut pas oublier que la NVA, dans son article 1er de ses statuts, elle ne vise pas la défense de l'intérêt général, elle vise la défense de l'intérêt flamand. Et donc on voit bien que l'intérêt bruxellois ou la reconnaissance de la diversité telle qu'on l'aime à Bruxelles, elle ne pourra
pas être défendu avec un parti tel que celui-là. Alors les communes à l'approche, comment ça va se passer dans les communes de la périphérie? Y aura-t-il des listes bilingues? Comment ça va fonctionner d'abord dans les communes à facilité? Alors, on ne fait pas de différence pour ce qui concerne les communes à facilité comme sans facilité. Je pense qu'on a trop mis de côté les communes sans facilité, notamment justement dans le cadre de la 6e réforme de l'État. Notre priorité, c'est vraiment de déposer des listes d'union avec les partis francophones, les autres partis francophones qui sont présents dans ces communes. Et justement, dans le contexte communautaire tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est vraiment essentiel qu'on puisse travailler ensemble de manière commune. Et donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Il y a des négociations qui sont en cours. Ça se passe bien, même si c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que, au-delà du principe de défense des droits des francophones et des minorités, il y a forcément des sensibilités politiques, idéologiques, socio-économiques qui s'affrontent et que DEFI a clairement de très grandes ambitions en matière de bonne gouvernance, d'éthique, de démocratie participative, de mobilité, de défense des liens sociaux entre les personnes et entre les générations. Et donc, c'est vrai que quelquefois, ça coince. Donc, l'idée, c'est d'avoir des listes Union des francophones, par exemple, avec tous les partis démocratiques francophones. Oui, absolument. Écolo compris? Parce que... Oui, bien sûr. Bon, Écolo a, c'est vrai, cette particularité de travailler avec Groen, mais ça dépend vraiment de la commune dans laquelle on se trouve, oui. Très bien, merci Sophie Rohony. On aura certainement l'occasion de reparler de tout cela. Demain, je recevrai Karine Lallieu. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.